Bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Vous êtes ministre chargé des Affaires européennes. On va voir avec vous si vraiment l'Europe est une chance ou au contraire un handicap, si l'euro est sauvé ou pas. Mais avant de vous parler d'Europe, je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est produit cette semaine, qui a fait beaucoup parler. Ce sont les caricatures de Charlie Hebdo. Et voici ce que disait le responsable de Charlie Hebdo à cet égard sur l'opportunité de publier ou pas ces caricatures. Je voudrais qu'on m'explique quand est-ce que c'est le moment, alors qu'on est un journal d'actualité et un journal satirique, pour rigoler avec les intégristes. J'emmerde le contexte et on fait un journal, comme toutes les semaines, sans tenir compte du reste du monde. Il a raison. Nous sommes exprimés sur ce... Non, je pense qu'il faut tenir compte toujours du contexte, parce que nous sommes dans un pays où la liberté de la presse est sacrée. Nous sommes dans un pays où le principe de laïcité est sacré. Et nous sommes dans un pays, par conséquent, où chacun peut à tout moment pouvoir exprimer ce qu'il souhaite exprimer par voie de presse, par l'intermédiaire des ondes, derrière des tribunes. Mais la contrepartie de la liberté, lorsqu'il y a des risques, c'est la responsabilité. Le Premier ministre a dit sur ce sujet des choses qui étaient équilibrées et qui renvoyaient chacun à ses devoirs et à ses principes. La liberté de la presse, la laïcité et la responsabilité. Mais dans le fond, on voit que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations, même pratiquement pas de manifestations en France contre ces caricatures. Donc ça montre, ça montre que les musulmans sont très matures et finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Nous sommes dans une période d'extrême tension, avec la nécessité de faire en sorte que la concorde l'emporte toujours sur les risques de division, sur les ferments de haine, sur l'incompréhension, sur ce qui relève des instincts plutôt que de la convocation de la raison. Et par conséquent, il faut que chacun, en démocratie notamment, puisse faire en sorte que la responsabilité soit là aussi lorsque la liberté, la laïcité, les grandes valeurs qui font la démocratie sont préservées. Vous êtes membre du gouvernement, donc, et vous avez été aussi, pendant la campagne présidentielle, un des porte-parole de François Hollande. Je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, encore un sondage est publié qui montre, dans le journal du dimanche, un sondage de l'IFOP, 56% de Français sont mécontents de François Hollande. En début de semaine, il y avait un sondage de BVA, 67% jugent que la politique de l'exécutif est inefficace. Et un autre sondage de Louis Harris Interactive estime que à 44%, et il y a une minorité, il y a moins de gens qui pensent le contraire, que Nicolas Sarkozy ferait mieux que François Hollande. Ça vous surprend, vous qui avez mené la campagne aux côtés de François Hollande? Un projet si rapide? Ça ne me surprend pas parce que nous sommes dans un contexte de crise extrêmement profonde. Nous héritons d'une situation... Excusez-moi, mais la crise, j'ai entendu Nicolas Sarkozy m'expliquer ça pendant 2 ans, vous connaissez le résultat, il a été battu aux élections. Si vous me permettez d'aller au bout du raisonnement, nous sommes dans un contexte de crise... C'est important de savoir que, précédemment, on disait ça aussi. Monsieur Mazdrol, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions, à condition que vous me laissiez le temps de développer mes réponses. Nous sommes dans un contexte de crise extrêmement grave. Crise économique, crise financière, crise des comptes publics, crise de la désindustrialisation, chômage qui s'enquiste. Nous sommes en situation de responsabilité depuis 4 mois seulement. Nos prédécesseurs ont gouverné le pays pendant 10 ans. Et nous sommes face à un héritage qu'il nous faut solder pour essayer de mettre le pays sur le chemin du redressement. Les Français souffrent, ils souffrent depuis longtemps. Et à mesure que le temps passe, leurs souffrances deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Et nous savons que les mesures de redressement que nous mettons en œuvre sont des mesures qui feront connaître leur effet de façon différée par rapport aux impatiences. Donc il y a un décalage entre le temps des impatiences, la souffrance qui est là et qui mine le moral des Français, et d'autre part, les résultats des actions que nous mettons en œuvre. Et c'est ce décalage qui explique Est-ce que c'est pas plus grave? Est-ce que finalement il n'y a pas la révélation de ce qui a pu être un malentendu, une illusion, finalement, que beaucoup d'électeurs de François Hollande avaient pensé qu'il allait mener une politique différente de celle qu'il mène aujourd'hui? Mais pendant la campagne... Est-ce qu'ils n'avaient pas compris autre chose? Mais, Monsieur Mazdrol, pendant la campagne électorale, nous nous sommes rencontrés. Vous rappeliez à l'instant que j'étais porte-parole de François Hollande. Vous et un certain nombre de vos confrères disaient, mais François Hollande ne fait pas beaucoup de promesses, il est extrêmement prudent face à la situation. Regardez ce qui se passe à ses franges, des gens qui, eux, indiquent qu'on pourrait faire une toute autre politique radicalement différente. Et lui ne prend que des engagements qu'il peut tenir. Oui, c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pris que des engagements que nous pouvions tenir. Parce que nous voulions un changement profond et que nous voulions que ce changement profond ne puisse pas être trahi par la politique que nous mettrions en œuvre. Donc nous avons
indiqué que nous ne ferions que ce que nous serions en situation de faire, parce que cette honnêteté-là, nous la devions dans la crise aux Français. Je vais paraphraser Martine Aubry. Est-ce que ça n'est pas finalement un peu flou, comme il le disait? Est-ce que le loup n'est pas en train de sortir de la boîte? Mais qu'y a-t-il de flou? Nous indiquons pendant la campagne présidentielle que nous voulons le redressement dans la justice. Et dès la loi de finances rectificative, nous mettons en œuvre des mesures de redressement de nos comptes publics qui appellent les contribuables les plus aisés à faire pendant la crise un effort qui permettra de redresser la situation de nos comptes. Nous sommes face à un chômage massif, nous prenons des dispositions pour faire en sorte que nous puissions offrir aux jeunes qui sont les plus désinsérés du marché du travail une chance d'y avoir accès. Nous faisons le constat que la France souffre d'un déficit de compétitivité, qu'il faut organiser la montée en gamme de nos produits, faire en sorte que la question de la protection sociale du coût du travail soit traitée. Nous prenons les mesures qui doivent être prises pour assurer le financement des entreprises avec la Banque publique d'investissement, assurer l'innovation, assurer le transfert de technologie. Chez PSA, ils avaient compris que l'usine Donner ne fermerait pas. Mais nous savons indiquer que nous ferions tout ce qu'il était possible de faire pour lutter contre des plans sociaux qui avaient été stockés et qui sont aujourd'hui déstockés. Nous le faisons en mettant en place partout dans les régions les commissaires au redressement productif pour éviter que les plans sociaux ne soient pas anticipés et que les salariés aient à en souffrir. Et partout où il y a des risques de plans sociaux, nous prenons des mesures de réindustrialisation parce que la crise est là qui frappe et qui implique que nous soyons dans l'action. Alors on va parler de l'Europe. Et il y a un parlementaire européen britannique qui a une question à vous poser concernant votre fonction actuelle. Alors il la pose avec beaucoup d'humour, c'est l'humour britannique, mais comme vous êtes normand, je suis sûr que vous allez apprécier. Monsieur Cazeneuve, j'aime beaucoup votre pays, mais chaque fois que je m'y rends, il y a un nouveau ministre aux Affaires européennes. Combien de temps comptez-vous rester? 5 ans. 5 ans? Ah, carrément? Bien, je le souhaite, en tous les cas, ça ne dépend pas de moi. Oui. Vous avez bien remarqué que les ministres ne se nomment pas eux-mêmes. Mais je pense que pour qu'un ministre des Affaires européennes puisse avoir le temps de déployer une action qui s'inscrive dans la durée, qui permette d'engager des choses qui soient visibles, qui fassent sens, surtout dans un gouvernement dont le président de la République porte la réorientation de l'Europe, il faut du temps. Et M. Ayrault doit rester 5 ans aussi? M. Ayrault est un excellent non, mais Premier vous ministre. souhaitez qu'il reste 5 ans? Et moi, je souhaite que les excellents Premiers ministres restent le plus longtemps possible. Donc il faut du temps aussi comme Premier ministre. Vous avez ma réponse. D'accord. Ne cherchez pas à me faire dire des choses justement, que je n'ai pas envie de dire sur un Premier ministre que j'estime et qui est un homme qui a énormément de droiture, une vision, un sens de l'État et qui coordonne l'équipe gouvernementale avec beaucoup de rigueur. Alors on va arriver au traité, avant tout aux 3% de déficit budgétaire l'an prochain. 3% par rapport au produit intérieur brut. Alors, je vous propose d'écouter pourquoi on fait ça. Successivement, vous allez voir, peut-être que vous allez reconnaître des propos pratiquement identiques. Ce n'est pas le traité qui nous l'impose, c'est une décision que nous prenons pour défendre nos propres intérêts. Nos propres intérêts consistent à garder notre souveraineté et notre indépendance. Le redressement de nos comptes publics a pour but de redonner à la France des marges de manœuvre pour relancer la croissance, investir dans les investissements d'avenir, dans l'éducation, dans la compétitivité de notre économie. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés, et même quelques sacrifices. Notre pays ne doit pas être condamné un jour à mener une politique imposée par d'autres. Et je veux dire aux Français que l'effort budgétaire et financier d'aujourd'hui est un choix que nous faisons pour la nation et pour les générations à venir. Alors, à 1 an de distance, ce n'est pas le même Premier ministre, mais sur les mêmes propos. Oui, sauf qu'il y a un des 2 Premiers ministres, le deuxième, qui s'est exprimé et qui avait un discours qui n'était absolument jamais transcrit par les faits, puisque le bilan des 5 années de Nicolas Sarkozy, c'est 600 milliards de dettes supplémentaires, c'est un déficit budgétaire de près de 110 milliards d'euros, c'est un niveau de dette rapporté au PIB national extraordinairement important et pénalisant. C'est un déficit du commerce extérieur de 75 milliards, là où l'Allemagne a un excédent de 150 milliards. Donc pendant 10 ans,
M. Fillon et ses amis ont gouverné le pays, et le bilan qu'ils nous laissent, c'est celui-ci. Il faudrait qu'au bout de 4 mois, alors que nous sommes chargés de ces lourdes valises, nous devions leur rendre des comptes sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas déjà redressé les finances publiques. Nous, ce que nous disons, nous allons le faire. Et c'est parce que nous allons le faire, que nous prenons des mesures d'ailleurs difficiles pour le faire, qu'il y a aujourd'hui, peut-être, dans les sondages, de la part des Français, des inquiétudes parce que les efforts, la nécessité du rétablissement des disciplines budgétaires, ça appelle à une forme de courage politique qui n'est pas nécessairement populaire. Mais nous, ce que nous souhaitons, ce n'est pas d'être populaire au début du quinquennat, ce n'est pas de regarder les Français avec des yeux de chimène en espérant qu'ils nous rendront bien le regard. Non, ce qui compte pour nous, c'est de redresser le pays, de prendre les dispositions qui doivent être prises compte tenu de la gravité de la situation. Et ce qui importe aussi, c'est qu'on le fasse dans la justice. C'est-à-dire que non seulement ils ont creusé les déficits et les dettes, mais ils l'ont fait en faisant des cadeaux fiscaux à ceux qui étaient parmi les plus aisés des Français. Nous allons appeler ces Français à contribution parce que dans la crise, il faut que le principe de justice prévale. Ça ne passe pas forcément très bien au sein de la majorité. Hier, le Conseil fédéral des Verts, par 77 voix contre 24, a décidé de ne pas voter, enfin a décidé qu'il ne fallait pas voter l'adhésion au traité. Et Pascal Durand, le porte-parole des Verts, expliquait que finalement le soutien à François Hollande ne suffisait pas pour faire voter en ce sens. On l'écoute. Ça ne peut pas être par uniquement le rapport qu'on a au président de la République et à la majorité que l'on peut se prononcer sur un sujet aussi important que l'Europe. Est-ce qu'ils sortent de la majorité s'ils votent contre ? Écoutez, ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Ben non, c'est au président de la République de savoir s'il considère que ceux qui votent contre, alors que ça paraît essentiel, restent dans la majorité. C'est à eux de se positionner en conscience. La politique du gouvernement est une politique dont la dimension européenne est majeure. Qu'avons-nous fait depuis quelques mois ? Nous avons voulu réorienter profondément la politique de l'Union européenne. Nous avons voulu le faire en mettant la croissance au cœur de la politique de l'Union. Nous avons d'autres étapes. Le plan de croissance de 120 milliards d'euros d'argent européen qui appelle 120 milliards d'investissements privés appelle d'autres actions en faveur de la croissance. Qu'il s'agisse de la mise en place d'une politique industrielle à l'échelle de l'Union pour faire en sorte que l'Union puisse rencontrer la croissance durable, qu'il s'agisse des perspectives budgétaires de l'Union. Je serai demain à Bruxelles pour négocier toute la journée avec les 26 autres États le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020, c'est 1 000 milliards d'euros. Nous voulons, nous, que le budget soit significatif. Nous voulons qu'il soit doté de ressources propres, notamment celles issues de la taxe sur les transactions financières et de la fiscalité carbone. Et nous voulons que ce budget serve à faire du développement durable. Nous voulions, c'est un combat que les écologistes ont mené avec l'ensemble de la gauche, remettre de l'ordre dans la finance. Nous nous engageons dans la supervision bancaire. Je ne crois pas. Nous nous engageons dans la supervision bancaire qui appelle l'union bancaire, la résolution des crises bancaires, la garantie des dépôts. Et nous avons surtout voulu préserver les peuples d'Europe de l'austérité à perpétuité. Et nous avons pour cela mis en place des instruments de solidarité monétaire en faisant en sorte que les modalités d'intervention de ces instruments sur les marchés soient efficaces. Le FESF interviendra pour acheter de la dette souveraine, pour que les taux d'intérêt baissent en Espagne, ce qui est une condition pour que les peuples d'Europe ne subissent pas l'austérité. Nous avons le mécanisme européen de stabilité qui intervient en capitalisation des banques. Et vous avez vu les modalités d'intervention de la BCE. Donc à un moment donné, je dis aux écologistes, le débat, je le souhaite. D'ailleurs, je les ai vus beaucoup, les parlementaires, pas les militants qui se sont exprimés, pour avoir avec eux un débat digne, rigoureux, approfondi. À un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. On ne peut pas détruire au gouvernement, compliquant la tâche du gouvernement par des prises de position qui pourraient obérer notre capacité d'action. On ne peut pas rendre impossible ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, toute la gauche souhaite que l'on sorte de l'austérité, que l'on redresse l'Europe, qu'il y ait davantage de solidarité. C'est ce que nous faisons depuis le mois de juin, avec des succès qu'aucun gouvernement n'avait obtenus jusqu'à présent. Et au moment où nous obtenons ça, il faudrait rendre ce que nous obtenons impossible en nous empêchant de franchir les étapes suivantes. Ça n'est pas cohérent. Je le leur dis solennellement, ils parlent d'un non fondateur. Ce qui a été de fondateur dans l'engagement de la gauche, c'est un gouvernement de gauche qui, pour la première fois depuis très longtemps, réoriente la politique de l'Union. Et il n'y a pas
de possibilités pour ce gouvernement de franchir les autres étapes si dans la négociation à 27, face à tous les conservatismes d'Europe, face à la spéculation des marchés, il n'est pas soutenu par une majorité soudée. Est-ce que c'est grave politiquement? Est-ce que c'est une crise politique s'il vote contre? Moi, je n'ai pas à rajouter de la crise à la crise. Je suis dans une situation où j'essaie, comme modeste ministre délégué des Affaires européennes, qui a des convictions, qui est là dans l'action, dans un gouvernement qui se bat sous l'impulsion d'un président de la République, qui a une vision et qui suscite en Europe un espoir, qui fait partager de plus en plus cette vision aux autres gouvernements de l'Union. Moi, j'essaie sincèrement de faire en sorte que tout ce que la gauche a porté de combat et de valeur soit possible dans l'exercice du gouvernement. C'est ça que je veux réussir, et je n'ai pas, par des propos hasardeux, venant s'ajouter à des propos parfois difficilement acceptable, compte tenu du combat que l'on mène, à ajouter de la crise à la crise. Au contraire, j'essaie de rassembler jusqu'au scrutin du 2 octobre. Très bien, on marque une pause et ensuite on va voir si vraiment ce traité change beaucoup les choses ou pas. Bernard Cazeneuve, je vais vous faire entendre quelques déclarations qu'on a entendues durant la campagne présidentielle et juste après l'élection de François Hollande. Si les Français m'en donnent mandat, en me portant à la tête de l'État, je renégocierai le traité européen. Ce n'est ni un traité de l'Union européenne, ni un accord propre à la zone euro. C'est un objet politique, en vérité, non identifié. Il a fait campagne en faveur de la renégociation du traité, en étant on ne peut plus clair, et je reprends ses propres mots, si ce traité n'est pas renégocié, il ne sera pas soumis à la ratification du peuple français, que ce soit par le Congrès ou par référendum, peu importe. Donc il a été on ne peut plus clair. Donc il veut renégocier ce traité. Pourquoi? Parce que ce traité en l'état, à travers la règle d'or, à travers la stricte discipline budgétaire telle qu'elle serait mise en œuvre, ne produira que de l'austérité. Je n'accepterai jamais que, au nom du contrôle des budgets nationaux, au nom de la coordination des politiques budgétaires, la Cour de justice européenne puisse être juge des dépenses et des recettes d'un État souverain. Alors voilà tout ce qu'on a entendu, il n'acceptera jamais, sauf que le traité, tel qu'il est proposé, stipule bien que la Cour de justice européenne peut prononcer des sanctions contre les États qui manqueraient, après avis de la Commission européenne, à leurs obligations. Non, pas du tout. Ce que dit le traité très précisément, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne peut intervenir pour le cas où les États ne transcriraient pas en droit national les normes de convergence des politiques budgétaires prévues par le traité. Il est faux de dire que la Cour de justice de l'Union européenne peut intervenir en cas de non-respect par les États des règles de discipline budgétaire auxquelles ils se sont conformés. Pardon, monsieur le ministre, je suis désolé, mais l'article 8, paragraphe 1, stipule la Commission peut saisir la Cour de justice et demander que des sanctions financières soient infligées. Oui, mais il peut demander à ce que des sanctions financières soient infligées aux États, mais pas en raison du non-respect par les États du déficit ou de règles budgétaires. Non, monsieur Mazerolle, ce que je dis est juste, et d'ailleurs je demande à ce que vous puissiez vérifier, et si ce que je dis n'est pas exact, vous pourrez ultérieurement... L'article 8 ? Non, mais l'article 8 dit effectivement que la Cour de justice de l'Union européenne peut prononcer des sanctions, mais pas en raison du dépassement du déficit budgétaire ou du non-respect de règles budgétaires par les États, en raison de la non-transcription par les États en droit interne des dispositions du traité. Si la partie contractante, c'est-à-dire l'un des pays, n'a pas respecté ses obligations par rapport aux recommandations de la Commission sur l'exercice de son budget, la Cour de justice peut prononcer, non, je suis désolé, etc. Je suis désolé. Les États peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en cas de non-transcription en droit interne des dispositions du traité, en aucun cas en cas de non-respect par les États des règles budgétaires du traité. Je vous demande, monsieur Mazerolle, de bien vouloir procéder à cette vérification. Non, mais faites procéder. Si
vous savez, je suis très à l'aise sur cette affaire. Faites procéder à la vérification de ce que je vous indique. Et si ce que je vous dis est faux, vous pourrez le dire ultérieurement. La Cour de justice de l'Union européenne est effectivement dans le traité une instance dont l'intervention est prévue. Elle est prévue pourquoi? Parce qu'il est prévu dans le traité que les États doivent... Non, mais je suis précis. On peut être contre le traité, ou pour d'ailleurs, mais qu'on soit pour ou contre, il faut dire des choses extrêmement précises. Ce que dit le texte du traité précisément, et je propose qu'on profite de l'omission d'ailleurs pour le vérifier, ce qu'il est dit concrètement, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne peut procéder à des sanctions des États qui n'auraient pas procédé à la transcription en droit interne des règles du traité, en aucun cas du déficit. Bon, eh bien, écoutez, donc disons les choses renvoie précises. Tout le monde à l'article 7 et à l'article 8, comme ça chacun pourra juger. Alors il y en a tout de même qui sont prêts à voter, mais qui sont mal à l'aise par rapport à ce traité et qui finalement reconnaissent que les Allemands ont obtenu gain de cause. C'est le cas d'Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Voilà ce qu'elle disait aux parlementaires socialistes il y a quelques jours à Dijon. Moi, je veux vous dire que, comme beaucoup d'entre vous, je n'aime pas ce traité budgétaire. Parce que c'est un héritage de Sarkozy et que je suis convaincue que si la France avait respecté les règles de la monnaie unique, comme c'était le cas sous le gouvernement Jospin, probablement que nous n'aurions pas eu ce traité, parce que l'Allemagne n'aurait pas eu la volonté et n'aurait pas gagné à l'imposer. L'Allemagne n'aurait pas gagné à l'imposer. Voilà, donc l'Allemagne a gagné. Je veux dire deux choses par rapport à ce que vient d'indiquer Elisabeth Guigou. D'abord, personne n'aime ce traité. Ce traité, il est un héritage. Bien. Mais ce traité, nous avons voulu faire en sorte qu'il puisse, dans ses conséquences, dans son impact, dans ses risques, qu'il puisse être totalement corrigé. Et c'est la raison pour laquelle, dès le 15 mai au soir, le président de la République engage avec la chancelière et ultérieurement l'ensemble des ministres dans leurs responsabilités au sein de l'Union européenne des discussions pour que cette réorientation soit possible. Et elle a été engagée, cette réorientation, et je veux le prouver. Elle a été réengagée d'abord parce que nous avons réussi à faire en sorte que la croissance dont on nous expliquait pendant la campagne présidentielle qu'elle était une chimère des socialistes, qu'aucun pays ne voudrait jamais la mettre sur la table, que nous n'obtiendrions pas des Allemands qu'ils acceptent de s'engager dans cette voie parce que pour les Allemands, la croissance était simplement l'approfondissement du marché intérieur. Nous avons 120 milliards, qui appellent 120 milliards d'euros d'investissement privé. 240 milliards, c'est plus d'une année du budget de la Commission européenne. Et nous sommes en train de négocier la suite. C'est-à-dire que là où le précédent gouvernement voulait faire des coupes dans le budget de l'Union européenne qui aurait ajouté de la récession à la récession, nous souhaitons dépasser la récession pour créer les conditions de la croissance en faisant en sorte que le budget de l'Union européenne soit doté de ressources propres, qu'il soit un bon budget pour faire la croissance durable dont l'Europe a besoin. Il n'y a pas de croissance possible s'il n'y a pas de remise en ordre du système financier et du système bancaire, parce qu'une grande partie de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la spéculation, c'est la finance démente, c'est l'incapacité dans laquelle sont les banques de financer l'économie réelle. Nous procédons à une remise en ordre avec la supervision bancaire, l'union bancaire demain, du désordre dans les finances. Et nous voulions de la solidarité. Ce qui tue la croissance, Monsieur Mazerolle, ce sont les taux d'intérêt auxquels des pays qui font des efforts, comme l'Italie et l'Allemagne et l'Espagne, doivent se conformer lorsqu'ils essaient de se financer sur les marchés financiers. Nous avons des dispositifs de solidarité qui permettent de faire baisser les taux. C'est ça, lutter contre l'austérité. Et quand on prend ce paquet de décisions qui ne sont pas un solde de tout compte, parce que nous sommes dans un combat qui va durer au moins 5 ans pour la réorientation de l'Europe. Nous ne pouvons pas ne pas constater qu'il y a une première étape décisive de réorientation qui a été franchie. Et alors que le précédent gouvernement, et Nicolas Sarkozy nous expliquait que le traité budgétaire, c'était l'horizon indépassable de la politique de l'Union européenne, sa pierre angulaire, qu'il fallait inscrire la règle d'or dans la Constitution et qu'il n'aurait rien d'autre, nous réorientons la politique de l'Union autour des 3 axes que je viens de vous indiquer. La croissance, la remise en ordre de la finance, la solidarité. Ce n'est pas une réorientation profonde, ça, de la politique de l'Union ? Il est vrai qu'il y a un pacte de croissance qui est prévu, je suis d'accord, mais la partie discipline budgétaire qui va être signée est mot pour mot ce que Nicolas Sarkozy avait signé avec Angela Merkel. Mais nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas renégocier, ça ne veut pas dire ça ? Nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas rétablir les comptes publics. Non, mais renégocier. Pardon, Monsieur le Ministre, mais pendant la campagne présidentielle, quand tout le monde a entendu à plusieurs reprises François Hollande dire « je vais renégocier le traité », beaucoup de gens
manifestement, y compris à gauche, et y compris au Parti socialiste, ont compris qu'ils ne signeraient pas ce texte-là. Et ce texte tel qu'il a été rédigé. Mais monsieur Mazold, savez-vous quand ce texte a été signé? Oui, ce texte, nous n'avons pas à le signer. Oui. Donc il est déjà signé. Oui. Quand nous avons engagé la campagne présidentielle avec la volonté de procéder à une réorientation profonde de la politique de l'Union européenne, nous étions dans une situation où un certain nombre de pays n'avaient pas encore ratifié ce texte. Entre le moment où nous avons engagé la campagne électorale et le moment où nous sommes arrivés en situation de pouvoir, il s'est quand même passé quelques événements, dont la ratification par référendum par le gouvernement irlandais de ce traité. À partir de ce moment-là, il y avait deux solutions. La première solution, ça consistait à dire, bon, très bien, on ne fait plus rien. La deuxième solution consistait à dire, nous avons pris des engagements. L'Europe que nous trouvons, qui a été mise là devant nous par le précédent gouvernement, n'est pas celle dont nous voulons. Nous voulons sa réorientation profonde. Nous voulons une autre Europe. Et d'engager la discussion pour faire en sorte qu'elle soit possible, qu'il y ait de la croissance, que la finance démente ne puisse plus faire son œuvre funeste de destruction de l'économie réelle, qu'il y ait de la solidarité pour les peuples qui souffrent, de manière à ce que l'austérité ne soit pas leur condamnation. Voilà ce que nous avons fait. Il y a eu renégociation. Est-il exact quand vous ajoutez, le point du 13 octobre, Monsieur le Ministre, indique que vous mettez des phrases entre guillemets que vous auriez tenues. Nous nous sommes trompés pendant la campagne. Nous n'aurions pas dû dire que nous allions renégocier le traité, mais que nous voulions le réorienter. Je n'ai jamais tenu ces propos. Très bien. D'ailleurs, j'ai eu à m'en expliquer avec le journaliste en lui disant, si vous voulez vérifier ce que j'ai dit, je n'ai jamais tenu ces propos. Je ne les ai jamais tenus pour une raison très simple, c'est que ça ne correspond pas à ce que je pense et que ça ne correspond pas à ce que nous avons fait. On va on va passer à la séquence suivante. L'interview de Edwige Chevrillon de BFM Business.